Monsieur Diadier Amadou Sankaré, pouvez-vous vous présenter aux lecteurs de l'Indépendant et aux téléspectateurs de l'Indépendant TV? Merci, monsieur. Moi, je m'appelle Diadier Amadou Sankaré, 61 ans. Et je suis opérateur économique, ancien fonctionnaire. J'ai fait 9 ans dans l'administration et j'ai occupé des postes importants dans l'administration. J'ai quitté l'administration en 1993 en qualité de PDG de l'Hôtel d'Amitié et ensuite j'ai créé ma société privée. Aujourd'hui, je suis à 28 ans du secteur privé. Mon parcours, mon cursus scolaire, bien sûr, comme tout bon Malien, j'ai commencé par mon village à Tarnier-Fouquet. J'ai fait mon premier cycle et mon second cycle. Après le DF, j'ai fait le lycée François de Tombouctou. Ensuite, mon premier diplôme, c'est à l'université de Dakar, où j'ai eu une maîtrise en gestion d'entreprise. Ensuite, j'ai fait le Conservatoire national des arts et métiers à Paris, à l'Institut national des techniques économiques et comptables. Et après, j'ai fait l'Université du Québec à Montréal, où j'ai obtenu un MBA en administration des affaires. Bon, voilà à peu près mon cursus scolaire. Bon, je suis à la tête d'un groupe qui s'appelle le groupe Saver, qui est un groupe présent sur 16 pays africains, en Grande-Bretagne et au Canada. On a des sociétés dans ces pays-là. On est dans plusieurs secteurs d'activité, de l'agro-business, aux mines, à l'outsourcing, à l'emploi, au commerce, aux services et aux finances. Donc, sur l'ensemble de notre réseau, on a plus de 4000 employés. Sur l'ensemble du réseau. Voilà, donc je peux dire que nous sommes les pionniers de l'économie malienne et nous exportons le savoir-faire malien. Si vous voyez sur le marché, rares sont les entreprises maliennes qui évoluent à l'étranger. Et essentiellement, mes clients, c'est des clients privés, pas des clients publics. Je ne fais pas de chiffre d'affaires avec l'État. Donc, voilà. Donc, je suis vraiment un privé, 100% privé. Voilà à peu près ce que je peux vous dire pour ma présentation. Alors, pourquoi voulez-vous être le président du Conseil national du patronat malien? Voilà. Donc, en fait, je suis déjà membre du patronat, parce que je suis le président de la Confédération générale des transporteurs du Mali. Donc, à ce titre, je suis dans un groupement affilié au patronat. Donc, je suis membre du patronat et je suis même membre du bureau sortant, troisième vice-président. Mais j'avoue que je suis candidat, c'est pour faire en sorte que le secteur public, le secteur privé malien puisse sortir de la léthargie actuelle. Je pense que le secteur privé doit jouer un meilleur rôle, doit être un partenaire privilégié du secteur public. Doit aussi, pour moi, le CNPM doit aussi être, disons, doit permettre de développer déjà les rapports entre le secteur privé. On parle toujours de privé-public. Il faut parler d'abord de privé-privé. Il faut que nous puissions régler ces problèmes privé-privé. C'est quoi? C'est d'abord rassembler le secteur privé. C'est très très important. Rassembler le secteur privé, c'est faire en sorte que l'ensemble du secteur privé puisse parler de la même voix, puisse souffler dans la même flûte. Si vous prenez le secteur privé malien aujourd'hui, comment c'est organisé, vous avez le CNPM, vous avez la chambre de commerce, vous avez le CMC, vous avez le CMC les chargeurs, vous avez le CMTR des transporteurs routiers, vous avez la chambre des mines, la chambre de l'agriculture, la chambre de l'artisanat. Mais tout ça, c'est le secteur privé. Donc, le secteur privé, c'est quoi? Le secteur privé, c'est celui qui a une activité qui n'est pas une activité de l'État, c'est-à-dire une activité propre, personnelle. Le secteur privé, c'est celui qui donne des salaires, qui a des employés. C'est ça le secteur privé. Donc tous ces gens sont concernés par le secteur privé parce que c'est eux qui produisent la richesse. Bon, il se trouve que aujourd'hui, le CNPM a moins de contact avec la chambre de commerce, qui a moins de contact avec. Donc,
Moi, dans mon programme, je cherche à rassembler, faire en sorte qu'il y ait un cadre de concertation de l'ensemble des acteurs du secteur privé. Qu'on puisse se concerter, qu'on puisse se connaître et pouvoir échanger entre nous. C'est ça que j'appelle privé-privé. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de la commande publique. La commande publique, c'est quoi par rapport à la commande privée? Ce n'est qu'une partie congrue de la commande privée, la commande publique. Parce que la commande publique, c'est le budget. Quels sont les handicaps auxquels les entreprises maliennes sont confrontées? C'est des problèmes de leadership. Autant il y a des problèmes de leadership sur d'autres secteurs. Je ne vais pas rentrer dans la politique. Autant il y a des problèmes de leadership aussi au niveau du secteur privé. Et c'est ça qu'il faut changer. Il faut qu'il y ait vraiment des leaderships visionnaires. Des leaderships qui viennent avec des programmes. Parce que jusqu'ici, je ne vous cache pas, au CNPM, il n'y a pas de... En fait, tu ne deviens pas président sur la base d'un programme. Tu deviens président sur la base d'un consensus. C'est-à-dire, les gens se mettent ensemble, on dit, bon, Saouti, tu es président de ça, celle-là, elle est présidente, et puis on fait une liste, on vient, on vote. Donc, ça veut dire que le président qui est là, il ne se sent pas concerné, il n'est pas évalué. Quand tu n'as pas un programme et que tu n'es pas évalué sur un programme, donc tes résultats, tu ne te soucies pas de tes résultats. C'est pour ça que nous avons dit aujourd'hui, il faut que la donne change. Il faut faire en sorte que chaque candidat amène un programme et qu'il soit évalué sur son programme. Comme ça, à la fin de son mandat, il rend compte de son programme. Alors, vous apportez un programme. Moi, j'amène un programme. Pour la première fois. Pour la première fois, au niveau du CNPM, il y a un candidat qui vient avec un programme. Et quels sont les grands axes de ce programme? Un candidat qui ne part pas les bras ballants devant les délégués pour dire « je m'appelle telle personne, je veux que vous votez pour moi ». Je dis « je m'appelle Diadé Sankaré, je veux que vous votez pour moi parce que j'ai un programme, parce que j'ai une vision, parce que j'ai une stratégie pour le développement du secteur privé malien ». Alors, ce programme, parlons-en un peu. Le programme, je vais vous dire, le programme, il est décliné en 5 engagements. Le premier engagement, c'est comme je te dis, il faut rassembler. Il faut rassembler le secteur privé. Que nous soyons tous ensemble. Je vais vous donner un exemple, peut-être que la réponse économique du Covid. Je peux vous dire que le Mali est le seul pays qui n'a pas donné une réponse économique au Covid pour les opérateurs. Jusqu'ici, il n'y a aucune décision publique qui a été prise pour aider les entreprises à faire face à ce problème. Parce que tout simplement, on n'est pas parti ensemble face aux autorités. On est parti dispersé. Et finalement, la conclusion, c'est qu'on nous dit, voilà, on a ouvert un compte à la BMS, allez-y donner vos contributions. Voilà un exemple, par exemple. Quand on n'est pas rassemblé, c'est ce qui se passe. C'est important. Il faut être rassemblé, il faut moderniser. Il faut moderniser le secteur privé. Parce qu'aujourd'hui, nos business models, ce qu'on appelle nos business models, notre façon de faire du business, c'est dépassé. C'est des business models qui sont vieillissants. Donc, ne captent plus, ne permettent plus de capter des clients, ne permettent plus de faire du chiffre d'affaires. Parce que il faut que les responsables, je vais dire le CNPM, qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse aider les entreprises à changer de business model. Parce qu'aujourd'hui, le monde est dans un virage. On est avec la digitalisation, avec la blockchain. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a beaucoup de professions qui vont disparaître. Beaucoup de professions qui vont disparaître. Donc, il faut anticiper sur tout ça. Ça a déjà commencé. Bien sûr, il faut anticiper. Même la presse, si vous ne changez pas, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Tous les secteurs d'activité sont concernés. Quelle est la réponse qui doit attirer l'attention des opérateurs sur ça? Attention, le monde change, la façon de faire change, les business models vont changer. Si on ne s'adapte pas, c'est fini, on va mourir. Ça, c'est le rôle du CNPM. Le rôle du CNPM, c'est d'aider les entreprises à anticiper sur leur business model, à changer leur façon de faire, pour qu'ils puissent continuer à vivre, à survivre et à créer des richesses, à créer des emplois, à donner des salaires, à faire de l'épargne, à faire de l'investissement. Donc, j'ai dit, quand il faut moderniser, il faut renforcer les entreprises, les renforcer par la gouvernance d'entreprise.
C'est très important. Il faut que nous aidons nos entreprises à être mieux gouvernées. Vous savez, je peux dire que le Mali a autant d'anciens ministres que d'anciens opérateurs économiques. Tu vois déjà, tu vois, c'est un ancien opérateur économique, un ancien ministre. Pourquoi on parle d'ancien opérateur? Parce qu'il arrive à un moment dans le business, tu arrives à un niveau où tu ne te remets pas en cause. Si tu ne te remets pas en cause, tu n'avances pas, tu descends. Se remettre en cause, c'est quoi? C'est dire que bon, vraiment aujourd'hui, il faut que je change ma gouvernance. Il faut que d'autres personnes puissent juger, puissent prendre des décisions, d'autres personnes puissent regarder, parce que je suis arrivé à ma limite dans le business. Donc d'autres personnes peuvent voir. C'est comme un être humain d'entreprise, c'est comme un être humain. Donc la gouvernance d'entreprise, c'est très important. C'est pour ça que quand on parle de renforcer les entreprises, il faut renforcer leur façon de les gouverner. Si tu vois qu'au Mali aujourd'hui, rares sont les entreprises qui sont cotées à bourse. On ne peut pas parce qu'on n'est pas bien gouverné. Les entreprises ne sont pas bien gouvernées. Les informations comptables et financières que les entreprises donnent, le plus souvent, ce n'est pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc il faut améliorer la gouvernance, renforcer et permettre à ces entreprises d'aller faire la compétition internationale. Mais on ne peut pas renforcer la gouvernance, améliorer la gouvernance sans les entrepreneurs eux-mêmes. Bien sûr, mais il y a tout un cadre de sensibilisation. Il faut leur dire pourquoi ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment attirer leur attention. Pourquoi on a des anciens opérateurs économiques? Parce que tu vois, dès que tu prends de l'âge, tes affaires commencent à décliner. Il faut trouver l'explication. L'explication. Parce que tu ne te remets pas en cause. Tu veux toujours être là, au centre du business. Et ça ne fonctionne pas parce que les choses changent. Ce qui est vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui. Et ne sera plus vrai demain. Là, ça pose un problème de formation. De formation, exactement. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire même un centre de formation de nos opérateurs. Il faut les former, les expliquer. C'est les expliquer. C'est comment gérer une entreprise, comment gouverner une entreprise. Parce que la gouvernance est plus importante que la gestion. Parce que la gouvernance, c'est le contrôle de la gestion. La gouvernance, c'est vraiment l'application des règles de gestion. Est-ce que les règles sont appliquées? Est-ce qu'il y a des conseils d'administration? Est-ce qu'il y a des contrôles de gestion? Est-ce que les conseils se réunissent? Est-ce qu'on respecte de façon globale les textes de l'OHADA et tout ça? C'est ça la gouvernance. Et il faut le faire. Il faut le faire et c'est au CNPM d'aider les entreprises à le faire. Souvent, l'État lui-même apparaît comme le principal obstacle à la promotion des entreprises. Bon, mais vraiment, M. Saouti, vous savez, c'est vrai que l'État, parce que on a laissé l'État faire tout à notre place. Ça, c'est un problème. C'est l'État qui fait tout à notre place. Alors que c'est nous qui devons proposer à l'État ce que l'État doit faire pour nous. Tu vois, le centre du secteur privé, c'est l'État qui le crée. Si tu cherches l'État qui... Quand on rencontre les bailleurs de fonds ou on rencontre les PTF, les partenaires techniques et financiers, si c'est passé quelque temps, le secteur privé n'est pas présent. Le secteur privé doit être présent à toutes les décisions. Moi, j'ai été reçu une fois par le président Alassane Ouattara. Il a dit qu'en Côte d'Ivoire, tellement que le secteur privé est important, ils étaient obligés une fois de réviser le budget national. De réviser le budget parce que le secteur privé n'était pas d'accord avec l'alliance fiscale. Pour te dire, ça veut dire que le secteur privé est fort là-bas. Tout simplement parce que c'est une force de proposition. Il faut être une force de proposition et non une force de revendication. C'est très important. Quand tu revendiques en faisant des propositions. L'État même est convaincu. Parce qu'il dit à l'État, nous voulons telle réforme, nous voulons telle chose, mais voilà ce que tu vas gagner, toi, État. Aujourd'hui, quand tu prends des problèmes fiscaux, quand tu vois, c'est moins de 10% des entreprises, 10% des entreprises participent à plus de 90% des impôts.
Tu vois. Donc, donc l'entreprise ne peut pas se développer comme ça. Parce que le fardeau fiscal est tel que tu ne peux pas réaliser des gros bénéfices. Et si tu ne fais pas de gros bénéfices, tu ne peux pas accumuler. Et si tu n'accumules pas, tu ne peux pas investir. Et si tu n'investis pas, Tu plonges. tu plonges. Voilà. Donc, c'est ça. C'est très simple. Donc, il faut que nous puissions faire des propositions concrètes pour changer cette pyramide-là. Faire en sorte que 90% des entreprises, ou bien même 50, même si on arrive à ce que 50% des entreprises participent à 90% du paiement global des impôts, chapeau, vous allez voir ce qui On va se sera passer. déjà bien avancé. Vous allez voir ce qui va se passer au Mali. Et ça, c'est possible. C'est possible. Il y a les moyens techniques aujourd'hui pour le faire. Il y a les moyens techniques pour le faire. Alors, et quels sont vos atouts à vous face à votre concurrent pour gagner la partie? M. Haïdara, moi, je suis humble. Tout le monde me connaît, je suis humble, je suis discret, je n'aime pas parler de moi-même. Donc, cette question, elle est difficile à répondre. Je n'ai pas d'atout particulier, mais j'ai des idées. J'ai une vision pour le secteur privé. Donc, c'est ça qui est important. Mon atout, c'est que j'ai une vision pour le secteur privé et j'ai démontré par mes entreprises ce que j'ai fait. C'est-à-dire, l'atout, je ne parle pas d'atout, mais je dis cette vision que j'ai pour le secteur privé, de faire en sorte que la chaîne de valeur du secteur privé soit vraiment une réalité, cette chaîne de valeur du secteur privé. Il faut optimiser cette chaîne de valeur-là au profit des entreprises privées et donc au profit de l'État, au profit du Mali, de l'économie malienne. Parce que l'économie, c'est le secteur privé. Il ne faut pas se leurrer. C'est le secteur privé qui tire l'économie. L'État est là, c'est redondant. Le budget, on reconduit le budget, on reconduit le budget. C'est tout, c'est ça. Mais quand il y a un secteur privé fort, il y aura une économie forte et il y aura un État fort. Est-ce que vous avez le soutien des groupements professionnels Bon, bien sûr que si je n'avais pas de soutien, je n'allais pas être candidat. qui vont participer au vote? Oui, bien sûr, c'est les délégués. Il y a 155 délégués qui votent. Quand je parlais d'atouts, c'était sous ce rapport. Bon, bien sûr, de toutes les façons, il y a 155 délégués qui votent. Et je me suis moi-même déplacé pour rencontrer au moins 100 à 120 délégués chez eux, partout. Je me suis déplacé moi-même. Vous avez fait du porte-à-porte. Du porte-à-porte, parce que ce n'est pas une élection présidentielle, ce n'est pas une élection législative, c'est vraiment une élection avec des grands électeurs. C'est-à-dire les électeurs sont connus. Il y a un collège électoral qui est connu, c'est des représentants des groupements professionnels qui vont voter. Donc voilà, c'est très simple comme mécanisme. On sait que le CNPM a été en conflit, on peut dire, avec l'État autour de la question cruciale de la lutte contre la corruption. Quelle est votre approche par rapport à cette question? Bon, il est clair que la corruption est néfaste pour le jeu économique. Hein. Il est clair que c'est... Mais il y a d'autres approches. Il y a d'autres approches pour lutter contre la corruption. Parce que comme j'aime le dire, s'il y a corruption, il y a corrupteur et corrompu. Ce n'est pas seulement il ne faut pas seulement avoir les corrompus qui corrompent. Donc c'est un ensemble. Il n'y a pas de corruption sans corrupteur. Bien sûr, ça c'est clair. Donc c'est un ensemble qu'il faut gérer. C'est un ensemble qu'il faut gérer. Il faut mettre en place des mécanismes. Je vous parlais tout de suite de l'optimisation de la chaîne de valeur du secteur privé. Quand on le fait et que nous échangeons entre nous, parce que tout le problème de la corruption, c'est quoi? C'est quand tu cherches la commande publique. Parce que là, tu as affaire à des fonctionnaires. Mais si la commande privée est plus importante que la commande publique, qu'est-ce qui va se passer? C'est aussi une forme de lutte contre la corruption. C'est ça. Tout à fait. Les entreprises qui n'ont pas besoin d'aller chercher la commande publique ne feront pas la corruption. Et en faisant cette optimisation,
j'avoue que ça va diminuer l'engouement pour la commande publique. Ça, c'est des mécanismes. Il faut imaginer des mécanismes. Peut-être qu'en mettant aussi on peut se mettre d'accord sur un système pour que, bon, avec l'État bien sûr, les gens s'engagent à ne pas faire la corruption. Je ne sais pas, c'est prendre des stickers, un appel d'offres, tu mets des stickers sur ton truc, tu dis que bon, toi, tu ne vas pas faire la corruption. Bon, on peut trouver, il y a plein de mécanismes ailleurs. Et il faut aussi penser à digitaliser les process de l'administration. Parce que le contact physique, là, ça crée beaucoup de problèmes. Le contact physique, c'est ça qui fait que quand tu vas rencontrer quelqu'un et tu as besoin d'un service public, tu vas le rencontrer si vous vous voyez. Alors si tu as accès à des services publics sans te déplacer, de façon dématérialisée, ça peut jouer beaucoup à diminuer le problème des choses. Tu peux être contrôlé fiscalement sans qu'on vienne dans ton bureau. Tu ne peux pas corrompre quelqu'un. Tu peux avoir accès à certains services publics sans te déplacer. Ça, c'est important. Donc, c'est pour ça que nous, dans notre programme, on dit qu'on veut faire des propositions concrètes à l'État pour digitaliser, pour dématérialiser certains services publics. En particulier les services qui permettent un grand contact entre usagers et administration. La douane, les impôts. Tout. Là, essentiellement, ces services. Les affaires économiques. Tout ça, on peut les dématérialiser sur la base de plateformes. Aujourd'hui, le Mali fait partie des pays les plus infusés au monde. Chacun a un téléphone portable. Et le téléphone portable, c'est l'élément primordial qui peut aller à la digitalisation et à la dématérialisation. C'est comme une carte d'identité. Tu ne peux pas avoir un numéro deux fois. Donc, l'identification, c'est très important. Et chaque acteur économique on peut accéder à chaque acteur économique à partir de son téléphone. Donc, il y a déjà une base qui est là. Il suffit de faire une plateforme pour connecter tout ça. Et chaque porteur, c'est déjà fait. Il suffit d'avoir la volonté politique et d'avoir des propositions, des gens qui peuvent faire des propositions concrètes à l'État pour dire voilà comment on peut améliorer les choses. Et si on fait ça, voilà ce que l'État va gagner. Et comment voyez-vous le partenariat État-privé dont on parle tant ces temps-ci? Oui, c'est vrai que ce partenariat peut ne pas fonctionner si le secteur privé n'est pas organisé. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Oui, on a parlé de PPP. Est-ce que vous connaissez un seul projet PPP qui est sorti? Vous connaissez un seul projet PPP qui a été réalisé? À ce jour? Non. Non, moi je ne connais pas. Vous ne connaissez pas non plus. Pourquoi? C'est parce qu'on n'est pas organisé. On n'est pas organisé. On n'est pas organisé parce qu'on n'a pas de leadership qui impulse à ça, qui permet d'aller à ça. Et vous comptez, vous combler ce leadership? C'est ça que je veux faire. Effectivement, c'est ça que je veux faire. Vous pouvez comprendre qu'il n'y a aucune banque privée malienne. Vous pouvez comprendre cela. Pourtant, les Maliens, ils ont de l'argent. Aucune banque privée malienne. Toutes nos banques appartiennent aux Marocains. Toutes nos banques pratiquement appartiennent aux Marocains. La seule banque qui n'appartient pas aux Marocains appartient à un Burkinabé. C'est pas normal. Donc moi, vraiment, dans mon programme, je vais aller à un club des investisseurs. Faire une télévision pour le secteur privé, c'est important. Faire une télévision du secteur privé. On va expliquer, former, donner des émissions, faire des trucs, expliquer aux gens. On est obligé de faire tout ça. Vous avez un vaste programme. Absolument. Vraiment. Il y a un programme. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas plus que notre pays. On n'a pas plus que le Mali. Et on est dans un virage important de notre existence. Et il faudrait que tous les fils valeureux se mettent à la disposition du pays. Et je pense que je ne suis pas un politique. Ce que je sais faire, c'est le privé. Ce que je sais faire, c'est le développement du secteur privé. Et je vais mettre ces connaissances-là à la disposition du secteur privé. Est-ce que vous pensez que la vision ambitieuse que vous avez pour le secteur privé malien est partagée par les gens du secteur, par les promoteurs d'entreprises privées? Aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas un peu en avance sur la plupart de ceux qui
anime le secteur. Vous savez, c'est comme, c'est comme les révolutions, hein. Toutes les révolutions, ça commence par des gens qui sont fous, qui ont des idées. C'est ça. Il est clair qu'aujourd'hui, les anciennes générations sont en train de sortir. C'est une nouvelle génération d'opérateurs économiques qui arrivent. Et cette nouvelle génération a besoin de changement. A besoin de changement. Si vous prenez au Mali aujourd'hui, il y a tellement de start-up. Il y a tellement de start-up. Je vous donne un exemple. Vous savez, Orange Money, là, Orange Money qui a fait d'Orange jusqu'Orange maintenant est une banque. Mais c'est parti, c'était un Malien. C'est parti du Mali. C'était un Malien qui a développé ça. On ne le dit pas. Et aujourd'hui, c'est pas Orange Bank, Orange Money Bank, et même en Europe, c'est extraordinaire. C'est parti d'ici. Donc vraiment, moi, je pense que cette transformation, elle s'impose. Elle s'impose. Il faut qu'on parte à ça. Il faut qu'on parte à ça. De toutes les façons, moi, je pense que beaucoup d'opérateurs économiques pensent qu'il faut partir à ce changement-là. Il faut partir à ce changement. C'est une aspiration qui est partagée. Profonde. Une profonde aspiration. En tout cas, moi, je rencontre les gens sur la base de mes idées et sur la base de mes convictions. Je les explique ce que je pense et ce qui va advenir. C'est très important. Et anticiper. Il faut qu'on anticipe. Parce que la gestion, c'est l'anticipation. Si on n'anticipe pas, on ne pourra pas s'adapter au contexte. Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics maliens ont fait l'option que le secteur privé doit être le moteur de l'économie nationale. Quelles sont, d'après vous, les voies à emprunter pour y parvenir? Bon, c'était un slogan, hein. C'était un slogan, mais il faut transformer ce slogan en réalité. L'égalité des chances, l'amélioration du climat des affaires, c'est important. Le renforcement du secteur privé. D'abord, par les privés eux-mêmes. Ça, c'est très important aussi. C'est très important. Et donc, c'est vrai qu'il faut que, on le dit toujours, le secteur privé doit être le moteur. Ce n'est même pas que le secteur privé doit être, le secteur privé est le moteur de développement. Si le secteur privé se porte bien, mais l'économie se porte bien. C'est ça. Et quand l'économie se porte bien, le développement arrive. Parce que quand l'économie se porte bien, il y a plus d'impôts, il y a plus de fiscalité, il y a plus de revenus, il y a plus de salaires, et il y a plus d'emplois. Donc, même sur le plan de la société, les choses changent. Il y aura l'émergence de classe moyenne, parce que les gens, ils gagnent un peu, ils vivent mieux, ainsi de suite, et le pays se développe. Parce que le développement, ce n'est pas seulement les infrastructures et tout ça. Le développement, c'est l'indice de développement humain, c'est le panier de la ménagère, c'est le bien-être collectif et tout ça. Et ça ne se fait que lorsqu'il y a des emplois. Parce que c'est quand il y a des emplois qu'il y a des revenus. S'il y a des revenus, il y a la consommation. Tout va ensemble. S'il y a la consommation, il y a l'épargne, il y a l'investissement, et puis le produit intérieur brut est plus grand, il s'élève, il y a une croissance économique, comme on dit. Mais il faut que cette croissance économique également soit reflétée dans le niveau de vie des habitants. Donc, tout va ensemble. Cela suppose un environnement économique sécurisé. Bien sûr, là également, je vais vous dire ce que je pense. Vous savez, l'unité économique, ça commence par l'économie familiale. L'économie familiale. Si vous regardez aujourd'hui comment l'économie familiale s'est effondrée, je pense pour 80%, c'est-à-dire la destruction de l'économie familiale est à la base des problèmes de sécurité. Parce que c'est fini, l'éleveur ne peut plus se nourrir de son élevage.
l'agriculteur ne peut plus se nourrir de son agriculture. L'artisan, n'en parlons pas, ne peut plus se nourrir de son artisanat. Donc, l'économie familiale est devenue fragile. Vous savez, donc, parce que le secteur privé, là, quand tu parles secteur privé, ça commence par l'économie familiale. C'est à peu près le même mécanisme, en fait, que ce soit l'économie familiale avec quelques chèvres et tout, ou que ce soit nous, nos entreprises avec nos usines et tout ça. La base, c'est la même chose. C'est une activité, c'est des personnes, c'est des revenus, seulement à des niveaux plus importants. Donc, l'économie familiale étant détruite, donc les gens sont plus faciles à... Les sécurités s'installent. Avec $100, tu acceptes de prendre une arme. Voilà. Donc, il faut restaurer ça. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, tous les programmes de développement, tous les projets de développement qu'on va mettre en œuvre, nous, on va demander à l'État vraiment de mettre l'accent sur cette économie familiale, de restaurer cette économie familiale. C'est très important. Ça a été détruit au nord, on a vu ce qui se passe, le centre s'est en train de détruire. Je dis que ça va se détruire par là, c'est pas dur. Je dis toujours aux gens, nos parents n'étaient pas riches, mais le jour de la fête, on gagnait des habits, on mangeait 3 fois par jour, parce qu'il y a quelque chose, il est là, il va au marché, il vend ses petits trucs, il vient. Aujourd'hui, c'est fini, on ne trouve plus ça. Il faut penser à cela. Donc ça, c'est ma petite contribution pour l'aspect sécuritaire. Voilà, donc le 26 septembre, c'est bien ça? Le 26 samedi prochain, normalement, à pareil moment, il est quelle heure? Il est midi 7 en principe. Vous serez président du Conseil national du patronat malien. À midi, s'il plaît à Dieu, je serai le président du CNPR. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Sankharé. Nous vous souhaitons bonne chance. Merci beaucoup, grand frère. Okay. Merci.